Bonjour à tous et bienvenue pour l'interview. Je reçois aujourd'hui Françoise Berthiaud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de groupe du MR au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Tout d'abord, petite question, vous prenez de temps en temps l'avion, ça vous arrive, l'aéroport de Zaventem et tous ces problèmes de chaos et de couac depuis plusieurs semaines. Quelle est votre réaction par rapport à ça? C'est dramatique. C'est dramatique pour les gens qui doivent voyager parce qu'il y a des gens qui ratent leur avion, etc. C'est dramatique pour l'économie en général, donc l'aéroport d'abord, mais tout ce qui est lié au transport aérien, ça doit se résoudre. On nous a promis que ce serait résolu en partie pour demain. Ça doit se résoudre. Il n'y a pas d'autre issue, parce que sinon les gens vont se déporter dans d'autres aéroports. Ce sera la mort de notre aéroport. Et j'ai envie de vous dire, si ça se passe, eh bien, ils auront, les terroristes, gagné une fois de plus. Et donc je ne veux pas qu'on ne sorte pas de cette situation. Et est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop au niveau de la sécurité? Les exigences au niveau de sécurité ne sont pas trop grandes? Je ne vais pas dire ça. Ce serait peut-être imprudent de ma part. Maintenant, peut-être qu'on ne fait pas comme il faut. J'ai lu toutes sortes de choses et je ne sais pas évaluer moi-même puisque je n'y étais pas. Est-ce qu'on n'a pas mis assez de monde pour que les fils puissent être plus fluides? Est-ce qu'on contrôle, certains disent, dans le mauvais ordre, dans le désordre? Je ne sais pas, mais ça doit s'arranger. Alors, on a appris aussi aujourd'hui la manière dont on allait déterminer les critères pour devenir professeur d'EPC. Alors, EPC, c'est éducation à la philosophie et à la citoyenneté. Ce sont des cours qui vont commencer en septembre, en tout cas en primaire. Alors, est-ce que ces nouveaux critères vous agréent? Est-ce que cela vous plaît? Écoutez, moi, je ne suis pas prof de citoyenneté, donc je ne peux pas dire si ça va être efficace sur le terrain. C'est un nouveau cours. Il va falloir évidemment que les gens soient formés à pouvoir le donner. Formation très très rapide puisque le cours va commencer à la rentrée de septembre. Moi, j'ai pris connaissance, comme vous, de ces critères. Je crois qu'il y a des choses qui sont des bonnes choses. Lesquelles? Ne pas permettre que quelqu'un donne à une classe cours de religion et que la même personne l'heure d'après change sa casquette et dise maintenant je vous donne cours de citoyenneté, c'est un cours qui est tout à fait neutre, c'est psychologiquement impossible tant pour l'élève que pour le professeur. Ça, je crois que c'est une bonne mesure. Maintenant, moi, je ne sais pas comment ça va se passer parce qu'il y a eu des engagements très très forts de la ministre précédente et du gouvernement que ce cours de citoyenneté serait assuré sans qu'il y ait la moindre perte d'emploi chez les professeurs actuels de religion. Est-ce que ce sera praticable avec les nouveaux critères? Je n'en sais rien. Je pense que les syndicats sont déjà en train de s'affairer pour faire leur compte de ce côté-là. Est-ce que ça va faire du grabuge? Ce que je ne souhaite pas, parce qu'évidemment, c'est toute la sérénité de l'installation de ce nouveau cours qui sera leur compromise. Alors, les profs de morale espéraient avoir une priorité pour ces cours-là. Ils ne l'obtiennent pas. C'est quelque chose qui vous semble normal? Mais les profs de morale avaient clairement dit qu'ils espéraient avoir une priorité. Ils avaient fait des corollaires entre le contenu de leur cours et le cours citoyenneté. Les profs de religion, quelle que soit la religion, ont tous espéré aussi qu'ils auraient une priorité, parce que c'était la seule condition pour ne pas perdre leur emploi. Donc je crois que pour le moment, ils sont tous logés à la même enseigne. C'est l'attente de savoir si ces critères vont préserver leur emploi ou pas, et de voir aussi s'ils devront, pour certains, travailler sur plusieurs écoles ou pas. Alors, en matière de promesses peut-être tenues ou pas tenues quand on change de ministre, il y a aussi le dossier des inscriptions. Alors, en matière d'inscription, Joël Milquet avait dit, voilà, je veux modifier ce décret, je veux l'améliorer. Et quand on entend les dernières déclarations de la ministre Schins, ça a l'air moins sûr. Qu'est-ce qui s'est passé finalement entre les deux? Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est mal parti pour le changement pour le moment. Joël Milquet avait une vision très claire de ce qu'elle voulait changer. J'avais l'occasion d'en discuter avec elle. Et je lui avais dit deux choses. J'avais dit, d'abord, c'est dangereux de changer des morceaux de décret, parce que ce sera difficile de mesurer qui ça va impacter. Nous préférons qu'on mette tout à plat et qu'on reconstruise un cadre beaucoup plus libre pour les parents. Donc je lui ai dit, fais attention, c'est un peu apprenti sorcier. On risque d'impacter bien certaines personnes, mais d'en punir d'autres. Deuxième chose, je lui avais dit aussi, très franchement, que connaissant depuis le début des décrets inscription la vision de son partenaire socialiste, vision très, très dirigiste, on met les gens dans des cases, on leur impose un peu partout d'avaler, sa vision beaucoup plus libre avait des difficultés à passer au gouvernement. La preuve, elle a quitté le gouvernement après 1 an et demi sans avoir pu imposer la moindre réforme, le moindre avant-projet de décret, la moindre concession. Donc maintenant, Marie-Martine Schins, se rendant compte qu'il est extrêmement difficile de faire changer quelque chose, nous laisse effectivement entendre qu'on va juste évaluer.
Et je pense que ce n'est pas correct pour tous ces parents qui attendent depuis des années, qui ont cru qu'on allait changer, qui espèrent qu'on va changer et qui savent que les choses vont probablement rester en l'état. Alors on se retrouve encore à Bruxelles avec 849 élèves qui n'ont pas encore de classe pour la rentrée. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Vous pouvez leur dire, voilà, je l'avais dit. Oui, mais ça ne les aidera pas. Non, certainement pas. Quand je leur dis, je l'avais dit, quand je leur dis, on a voté contre le décret, ça ne soulage absolument pas le stress et la tension de ces familles. Nous leur disons, nous leur avons toujours dit, si nous remontons au gouvernement, on met ce décret à plat. Pour le moment, nous sommes dans l'opposition. Donc, ce que je peux faire, c'est perpétuellement les titiller pour les obliger à changer. C'est ce que nous faisons parfois aussi, mais vous me direz c'est fort peu, c'est mettre notre expérience du décret et de l'évolution au service des parents pour leur expliquer un petit peu comment ça peut évoluer, parce que beaucoup de parents sont très seuls avec leurs problèmes, sans infos, sans la moindre espérance de date où ils sauront. Et donc, nous essayons, et c'est le peu qu'on puisse apporter, d'apporter une mission d'assistance et de conseil. Alors, il y a toujours cet éternel problème du nord-ouest de Bruxelles, où il n'y a pas assez d'écoles. Et donc, il y a aussi un problème de place. Ce n'est pas qu'un problème de décret inscription, c'est un problème de place. J'avais dit, mais c'est triste de dire « je vous l'avais dit ». Quand on a le décret est arrivé, j'avais dit, ce décret est en plus profondément anti-bruxellois. Parce que ce décret ne tient absolument pas compte de la géographie des écoles dans la région bruxelloise. Et donc, ce décret va impacter en premier lieu les Bruxellois. On m'a ri au nez. Et malheureusement, j'avais raison. Je préférerais m'être trompée. Malheureusement, j'avais raison. Alors maintenant, on n'a pas assez d'écoles dans une partie de la région, le nord-ouest. On a encore globalement, sur la région bruxelloise, un stock de places suffisant pour absorber toutes les demandes. Mais malheureusement, il y a un certain nombre de places où les parents ne veulent pas inscrire leurs enfants. Et pourquoi? Et ils ont, je pense, de bonnes raisons. Parce qu'on a toujours l'air de dire, ces parents qui ne veulent pas, etc. Il y a un certain nombre d'écoles, par exemple, qui ne proposent qu'un parcours de filière qualifiante. Et elles ont des places, ces écoles. Mais les parents se disent, moi, je voudrais d'abord voir dans quelle mesure mon enfant peut suivre l'enseignement général. Si après, ça ne va pas, on ira vers une filière qualifiante, mais je voudrais qu'il commence l'enseignement général. Donc les parents, spontanément, ne vont pas inscrire leur enfant en première année dans ces écoles qualifiantes. Mais ça veut dire que ce tronc commun des 2 premières années en général, c'est une erreur? Mais ce tronc commun, surtout qu'ils veulent prolonger maintenant, ça c'est une erreur majeure. Alors, ce tronc commun des 2 premières années a un sens tout à fait en dehors du décret inscription. Le tronc commun des 2 premières années a un sens si on peut avoir ce qu'on appelle, un très joli mot, le continuum pédagogique depuis le début de la première primaire jusqu'à l'âge de 14 ans. Mais à partir du moment où vous avez un décret inscription qui fait qu'un certain nombre d'enfants ne peuvent pas continuer leurs 2 premières années d'humanité dans l'école ou dans l'école proche où ils ont fait leurs études primaires, c'est absurde. Donc, en fait, la bonne solution serait d'avoir une école où on va jusqu'à 14 ans et puis changer d'école à ce moment-là, peut-être. Peut-être. Il y a plusieurs bonnes solutions. Il faut voir la bonne solution aussi qui permette de ne pas chambouler tout. Vous savez qu'on a un autre problème à Bruxelles, c'est le problème des passes dans le fondamental, avec le boom démographique. Alors, si vous devez encore en plus transférer des écoles sur d'autres et construire des places qui ne savent pas encore construire, je crains que ça n'aille plus du tout. Alors, parlons des places, justement. Où est-ce qu'on en est? Parce que le boom démographique, il est plutôt chez les petits, pas encore au niveau du secondaire. Non. Et pourtant, on se plaint qu'il n'y a pas assez de place. Alors, donc, qu'est-ce que ça va être? On a des chiffres à l'horizon 2050, à l'horizon 2025. Depuis cette législature, Joël Milquet, j'essaye de savoir où on a besoin de places pour quelle rentrée. Prendre des exemples. Combien de places à Berchem pour la rentrée 2016, pour la rentrée 2017? Combien de places à Saint-Josse? Je pose cette question simple, vous en conviendrez. Eh bien, j'ai toujours pas de réponse. Alors ce matin, juste ce matin, en commission de l'éducation, la ministre s'est engagée à venir pour la fin juin avec réponse à ces questions-là. Où sont les besoins? Quelles sont les perspectives de nouvelles places? Parce qu'on nous annonce, tiens, il va y avoir une école là, il va y avoir... Mais est-ce que cette école correspond à un endroit où on a besoin de place? Eh bien, pour le moment, jusqu'ici, depuis juillet 2014, personne ne peut vous répondre.
donc plutôt mauvais signe. Pas mauvais signe, mais il faut mettre la pression pour que ce dossier soit géré et géré de façon rigoureuse. Alors, on parlait tout à l'heure, en parlant de ce socle de ces 2 premières années qui va peut-être passer à 3 années, c'est dans le pacte d'excellence, c'est écrit dans le pacte d'excellence. C'est écrit comme beaucoup de choses, hein. Oui. Dans le pacte d'excellence. C'était dans l'accord de gouvernement déjà. C'est une volonté de l'accord de gouvernement de rallonger le tronc commun. Nous sommes assez sceptiques. D'abord parce qu'on va tirer plus longtemps dans ce tronc commun de l'enseignement général des enfants qui sont déjà en grande difficulté et qui pourraient plutôt avoir une réorientation qui puisse les aider. Ça, c'est une chose. Et puis surtout, après, pour les enfants qui seraient orientés vers le qualifiant, le temps qui restera sera très court, beaucoup trop court pour leur apprendre un métier, une pratique professionnelle. Et s'ils vont jusqu'au bout du parcours, on va les lâcher dans la nature avec quoi dans les mains? Ça veut dire qu'ils seraient moins qualifiés? On aurait moins de temps. Voilà, ils seraient plus qualifiés parce qu'on ferait l'accéléré, mais ça, je n'ai pas encore vu. Hein. Mais on aurait moins de temps pour leur mettre une véritable qualification en main. Et je me demande, on va les lâcher où alors pour faire quoi? Alors une grosse question aussi dans ce pacte d'excellence, c'est le redoublement, le système de redoublement. Et là, vous avez été pêcher une idée au Québec. Allo Prof, ça s'appelle. Ah, c'est génial. C'est quoi ça? Alors, au Québec, ils ont inventé Allo Prof, qui est une manière pour les enfants après l'école de contacter des professeurs par SMS, par mail, par téléphone, soit pour avoir une aide aux devoirs. Et j'ai vu fonctionner, on ne fait pas les devoirs à la place. On aide l'enfant à construire son raisonnement, soit pour avoir une forme de remédiation. Et ça a de plus en plus de succès. Ça ne coûte pas très cher à l'échelle du Québec. Ça permet à énormément d'enfants de dépasser une difficulté, donc d'avoir une remédiation, mais qui est individualisée. Ça leur permet aussi sur le site d'aller voir des capsules qui sont très très bien faites, où le cours est redonné, parfois avec d'autres mots que leur prof en classe, qui leur permet de comprendre. C'est vraiment un moyen extraordinaire de lutte contre l'échec scolaire, et je voudrais vraiment qu'on puisse implanter ça chez nous. Parce qu'il y a déjà des associations qui travaillent sur l'échec scolaire. Il y a beaucoup de choses. Il y a de la remédiation organisée par les écoles, mais souvent c'est collectif. Il y a de la remédiation ou des cours particuliers payants, et tous les enfants ne peuvent pas se payer des cours particuliers. Allo Prof, c'est gratuit. Donc tous les enfants ont accès à Allo Prof de façon totalement gratuite. Ce n'est pas limité dans l'année. On peut aller autant de fois qu'on en a besoin. Une fois, parce qu'on a un obstacle. Il y a des gosses qui téléphonent tous les jours, paraît-il. Donc je crois qu'il y a là d'abord ce côté individualisé, adapté, gratuit, et ça on n'a pas chez nous. Pour terminer, Françoise Berthiaud, il y a donc 2 nouvelles ministres à la Fédération Wallonie-Bruxelles. La ministre de l'Enseignement, Chine, c'est la ministre de la Culture, Gréauly. Quelles sont vos premières impressions par rapport à ces 2 ministres qui en remplacent une seule? Marie-Martine Chine, je la connais bien, puisqu'elle a déjà été ministre de l'Éducation. Elle a été ma collègue chef de groupe pendant 1 an et demi, presque 2 ans. Donc c'est une personne avec qui, sur le plan humain, je m'entends bien. Mais c'est la première fois qu'elle a des défis. Parce que quand elle était ministre la première fois, elle terminait en quelques mois la législature et les dossiers entamés par sa prédécesseur. Maintenant, il va y avoir la mise en œuvre du pacte d'excellence. Maintenant, peut-être pas le décret inscription. Donc maintenant, elle va vraiment avoir des défis devant elle et on va la juger sur ses actes. Et le premier défi, c'est son partenaire socialiste. Le premier défi, c'est son partenaire avec lequel il va falloir faire avancer le pacte. Et puis l'autre, la nouvelle ministre de la Culture et de l'Enfant, je ne la connais pas du tout. Je l'ai découverte lors de sa prestation de serment. Elle a une réputation de caractère fort et de grande intelligence et on va lui laisser sa chance. On attendra, on l'interviewera ici. Merci Françoise Berthiaud. À demain pour une autre interview.